Donc, il existe, comme vous l'avez un petit peu posé, un phénomène intuitif qui est à la fois très discuté, c'est-à-dire que si on s'intéresse, si on commence à se plonger dans la performance, dans les différents niveaux, on parle, selon différents mots, d'intuition, mais qui n'est pas forcément appelée intuition. Donc, on ne sait pas forcément comment le développer, quoi en faire. C'est le phénomène, d'une certaine façon, qu'on nous montre à travers l'histoire de Newton, où, soi-disant, avec une pomme qui lui tombe dessus et qui découvre la gravité, ou de la même façon, Archimède dans son bain qui découvrirait la poussée d'Archimède. Est-ce que ce sont des métaphores ou pas pour notre sujet? Ça ne change rien. Ça peut être des métaphores justement d'un phénomène extrêmement courant dans l'humanité, qui est la capacité à un moment donné de capter quelque chose et de trouver la solution. Dans ce sens-là, en fait, quand on va commencer à étudier ce phénomène intuitif dans tous les domaines, en fait, qu'on soit dans le sport, dans l'art, dans le business, peu importe le domaine auquel on s'intéresse, quand on prend les top performeurs, entre guillemets, les gens qui ont réalisé des grandes choses, avec leurs propres mots, ils nous parlent tous d'intuition. Et c'est ça qui est étonnant. Dans mes études de ces dernières années, ça fait 12 ans que j'étudie le développement personnel, la réalisation et en particulier le phénomène de l'intuition. Et ça fait à peu près 5-6 ans que je donne cet atelier sur l'intuition. Et à chaque fois que j'ai fait des recherches, peu importe le domaine, toutes les personnes qui ont réalisé des choses un peu hors du commun nous parlent tous d'intuition, avec des mots différents. Donc là, j'en ai pris quelques-uns, d'Albert Einstein à Marie Curie, en passant par Zinedine Zidane ou Michael Jackson, tous nous parlent d'intuition. Et j'ai réuni un certain nombre d'exemples ici. Vous pourrez me demander aussi si vous voulez savoir plus pour l'un ou pour l'autre. Et on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. On va voir ce qu'ils nous disent, ça va nous servir, ça va nous permettre de... On a par exemple ici Linus Pauling, qui est prix Nobel, double prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix. Il nous pose ici tout de suite, il est clair que les scientifiques utilisant l'intuition, nous connaissons la réponse avant d'aller en chercher les fondements. C'est un peu ce que vous décrivez. À un moment donné, on sait quelque chose, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Et à nouveau, ça va être récurrent dans beaucoup de domaines. On va voir ici un autre exemple, Marie Curie, qui nous dit que son rapport à la science est un peu le rapport d'un enfant placé des phénomènes naturels qui serait impressionné, qui serait émerveillé. Elle ne nous dit pas « je travaille pendant des heures de façon rationnelle ». Elle nous dit « un scientifique dans son laboratoire et pas seulement un technicien, il est comme un enfant ». Et ça va être valable à nouveau aussi dans des exemples business. Ici, je vous ai pris l'exemple de Akio Morita, qui est le fondateur de Sony, donc qui à un moment donné a inventé le Walkman. Il nous explique comment est-ce qu'il a inventé le Walkman. Et comment est-ce qu'il a inventé le Walkman? C'est pas une comparaison d'études de marché, de milliers d'informations. À un moment donné, un de ses collaborateurs, Ibuka, entre dans son bureau. Il avait l'air préoccupé. Il dit, je peux pas écouter finalement la musique sans déranger mes collègues. Et là, l'idée lui vient. La vision lui vient de façon très claire. Et il dit dans son témoignage, un jour, l'idée m'a frappé. Et c'est vraiment cette idée de frapper. I was stuck, il dit en anglais. Il était frappé par l'idée. Et c'est ça un petit peu le phénomène intuitif. C'est à un moment donné, on a l'idée qui vient, on a la solution et on ne sait absolument pas expliquer pourquoi. La définition du Larousse, dans ce sens-là, est assez juste. Connaissance directe, immédiate de la vérité. J'utilise le mot vérité, on pourra en utiliser d'autres mots, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Et pour aller un petit peu plus loin ici, en termes pour avoir une définition encore plus succincte de ce que peut être l'intuition, je vous poserai ici l'intuition égale un accès direct. Accès direct à quelque chose, à l'information, au réel, à la personne que vous avez devant vous. C'est pour ça qu'en effet, Arlette, ce que vous évoquiez tout à l'heure, me dit, tiens, là, il y a sans doute derrière une capacité intuitive. Et on va le voir plus en profondeur ensemble. On a Nathalie qui nous a rejoint. Nathalie, si vous pouvez activer votre caméra, ce sera plus convivial. Oui, alors j'ai un petit problème comment dire, de caméra. De caméra pour le moment. Je pense que le temps de me connecter sur un autre appareil et je vous rejoins avec la vidéo.
Pas de problème, mais vous pouvez rester comme ça. Pour l'instant, on vous entend bien déjà. Donc, tout va bien. On en est encore au début, Nathalie, dans la définition de l'intuition. Et donc ici, je vous ai pris un certain nombre d'exemples qui sont typiques de l'intuition. Ce sont ceux que je vous ai posés ici. Je savais que je devais l'embaucher. J'étais sûr que je ne devais pas rentrer dans cette entreprise. J'ai utilisé un exemple que j'utilise jamais. Cela a fait basculer la négociation. À nouveau, capacité de connexion directe. Je suis dans une négociation, je suis dans un moment important. Et là, me vient une idée. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'utilise cette idée. Et cette idée, c'est elle qui fait toute la différence. Donc, on avait un certain nombre de données. On avait étudié la personne avec qui on allait négocier, etc. On avait un script à suivre. Mais sur le moment, vient autre chose. Et cette chose-là, quand elle est fulgurante, quand elle est puissante, généralement, c'est intuitif. L'idée de notre produit, notre futur produit m'est apparue d'un coup. J'avais donné cette même formation, Karima, à Nestlé à une époque, il y a à peu près 3 ans. Et j'étais allé chercher dans le fondateur de Nestlé un petit peu ce qu'il nous disait. Et de la même façon, j'avais pris, pour débuter ma présentation sur l'intuition, témoignage d'Henri Nestlé qui disait qu'il avait une vision déjà il y a plus de 100 ans, où il disait « Un jour, ma poudre de lait va révolutionner d'une certaine façon le marché alimentaire. » Et en fait, c'est amusant parce que peu importe quel sujet, les grands fondateurs, les personnes qui ont réalisé des grandes choses, toujours ont cette capacité de vision. Il ne peut pas nous l'expliquer, il n'a pas fait des études de marché à l'époque, mais il a l'idée, il voit l'idée de son produit, il voit comment ça va révolutionner quelque chose. Et il va devoir passer des années à travailler, embarquer les gens autour de lui. Même chose ici, je sens que je dois parler à cette personne. En RH, cette capacité intuitive, cette capacité de se connecter et de savoir ce qu'on doit faire au bon moment, est aussi un bon exemple d'intuition. Sauf que le problème, je vous le pose dès maintenant, c'est que on est sûr que c'est de l'intuition que quand les événements sont déjà arrivés, quand c'est déjà passé. C'est-à-dire, si vous me dites, je savais que je ne devais pas embaucher cette personne, je vais vous répondre, pourquoi est-ce que vous l'avez embauché à ce moment-là? Sauf que la certitude absolue que c'était une intuition vient au moment où on a un problème avec cette personne-là. Mais c'est déjà intéressant qu'on ait ça. C'est comme le disait Arlette, il disait, dans mon entreprise, beaucoup de fois, j'ai prévu en fait des choses qui allaient se passer. Et donc, dans ce cas-là, ça vous donne une certitude supplémentaire. Et vous pouvez vous observer et vous dire, tiens, finalement, là, j'avais juste. Donc, ça ne sert à rien pour la situation donnée, puisque vous n'avez pas pris la décision, mais pour les prochaines, le fait de savoir que dans telle situation, quand vous avez tel type de perception, ça a tendance à être de l'intuition, vous renseigne de façon forte. Donc, Arlette, c'est déjà un chemin, ce que vous nous avez décrit d'une certaine façon, de se dire, voilà, plusieurs fois, finalement, j'ai eu juste. C'est ce genre d'expériences répétées qui, à un moment donné, aussi vont nous aider à identifier ce qu'est l'intuition et quel crédit on doit lui apporter. On va voir, du coup, ensemble comment identifier l'intuition, comment la développer. Vous avez promis que c'était mon focus principal aujourd'hui, de vous donner des clés, nous permettre d'aller plus loin que ce que vous avez déjà aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et pour identifier l'intuition, je vais faire appel ici à un témoignage de Michael Jackson. On va demander à Michael Jackson comment est-ce qu'il a créé la mélodie de Billie Jean, qui est devenue une des musiques les plus célèbres de l'histoire de la musique. Et il va nous raconter vraiment concrètement qu'est-ce qui lui est arrivé. Ce témoignage est en anglais, mais il dure 1 minute. Mais je vous donnerai ici les points principaux pour ceux qui n'auraient pas l'anglais actualisé. For instance, when creating the song Billie Jean, I was riding in my car and it started with the bass lick again, which goes. And on top of that, I hear the chord. Then the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. And the lyrics, the strings, the chords, everything comes at that moment like a gift that is put right into your head. And that's how I hear it.
you just start singing the lyrics? Or- Absolutely. When I said Billie Jean is not my lover, I didn't think about it. It just came. It all dropped in my lap at once. And I loved it. So I drove fast home and I got on the microphone and put things down. Then I went into the studio, got the musicians over and gave them all their parts. And that's how that was created. Same thing with, other songs that I create. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici je ne sais pas qui a l'anglais à 100% ou plutôt à 50%. Je vais vous Il donner dit que ça lui est tombé dessus, en fait, comme la foudre. Exactement, il dit ça lui est tombé dessus et c'est tout arrivé d'un bloc. Je vais vous dire juste en quelques mots ce qu'il a dit, c'est assez simple. Il était dans les embouteillages. Il était dans les embouteillages dans sa voiture et à un moment donné, tout lui vient d'un coup en fait. Il commence à entendre puis les paroles, Billie Jean is not my lover, toutes les paroles lui viennent tout d'un coup. Il dit c'est comme si le truc, comme un cadeau, lui arrivait d'un coup. Par contre, Michael Jackson est habitué à ce phénomène intuitif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout droit dans son studio d'enregistrement. Il va tout de suite tout enregistrer. Il va appeler ses musiciens. Il va tout de suite tout enregistrer. Parce que l'intuition arrive d'un coup, mais elle part aussi vite. Et ce que dit Michael Jackson un peu plus loin dans cette même interview, il dit c'est simple, les gens font l'erreur de vouloir écrire la musique alors qu'il faut laisser la musique s'écrire d'elle-même. Alors, c'est facile à dire quand vous êtes Michael Jackson. Nous, à notre niveau, c'est comment est-ce qu'on fait pour le développer davantage, pour que ça arrive davantage. Mais en tout cas, il nous donne vraiment la solution. Il nous dit, j'étais pas en train de penser. J'étais pas en train de penser, le truc est venu, il est venu de lui-même. Il a laissé couler d'une certaine façon. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à notre niveau? On va pouvoir observer l'état dans lequel on est quand on a des intuitions. On va pouvoir s'observer davantage. Et je vais vous donner ici les éléments que j'ai observés chez moi dans ces dernières années. Qu'est-ce que je ressentais au moment où j'avais des intuitions? Exactement ce qu'a fait Arlette, a posteriori. C'est-à-dire, OK, ça, c'était une intuition. Maintenant, j'en suis sûr, puisque le truc, je le sentais que ça n'allait pas marcher, ça n'a pas marché. Donc, je sais que c'était une intuition. Comment je me sentais à ce moment-là? Un peu comme Michael Jackson nous a décrit. J'étais là, j'ai senti, le truc est venu de lui-même. Et on va voir les caractéristiques qu'on peut poser. C'est ça qui va commencer à vous permettre d'identifier mieux ce que c'est qu'une intuition. Et je vous en ai mis certains facteurs. Évidence, clarté. Par définition, l'intuition apparaît de façon claire. Elle peut être très légère, donc vous pouvez oublier juste après. Mais sur le moment, il y a une sensation de clarté, sensation d'inspiration, de flux, de sérénité. Je vous ai mis au milieu sensation de certitude. Il y a vraiment une idée de certitude dans l'intuition. D'autres caractéristiques que je vous ai mis en haut ici, absence de réflexion et de préoccupation. C'est souvent le moment où on est détendu, on est en train de se balader, on est sous la douche, on est dans l'avion, on est dans un parc en train de se balader. On n'est pas spécialement préoccupé par le sujet. Et là, poum, ça vient. Michael Jackson, à nouveau, dans les embouteillages. Ce n'est pas par hasard. Il n'est pas en train de travailler, il n'est pas dans son studio. Par contre, il nous dira, Michael Jackson, qu'il était en fait en train de chercher à écrire une musique de ce type-là dans l'interview en entier. Et ça faisait quelques semaines qu'il avait envie d'écrire une musique qui ressemblait à ça. Mais c'est au moment où il est détendu, au moment où il n'est pas en train de réfléchir, que l'idée lui vient. Un autre indicateur très fort, c'est la qualité et la quantité d'informations qui vous viennent. Quand soudainement vous vient des pages et des pages et des pages de, je sais pas, vous écrivez, par exemple, pour ceux qui aiment bien écrire ou qui ont l'habitude d'écrire leurs intuitions, vous avez l'habitude d'observer le résultat de votre travail. Quand il est rationnel, ça vous prend 1 journée, 2 journées à produire, par exemple, un article. Et les jours où c'est intuitif, en quelques heures, vous avez écrit 4, 5 articles. Là, généralement, quand il y a cette puissance de production, et en qualité et en quantité, c'est-à-dire vous regardez ce que vous avez fait, vous dites « Waouh, ça c'est moi qui ai fait ce truc-là ». Vous êtes impressionné vous-même par la qualité et la quantité de ce que vous avez produit. Généralement, c'est intuitif. Et donc, la solution que je vous donne ici, c'est l'observation de soi. Il n'y a pas de miracle, mais il y a une progression au fur et à mesure des mois sur la question intuitive. Savoir que ça existe déjà et observer chez vous. J'ai observé chez moi depuis des années. Ça m'a permis d'améliorer mon niveau de perception de mon intuition. C'est jamais à 100%. On n'aura jamais une certitude totale. Pour la raison suivante, c'est que l'intuition et l'émotion se ressemblent. Ce qui nous provient de l'émotion et ce qui nous provient de l'intuition se ressemblent. Et donc, du coup, pour nos collègues qui aiment
l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, et en particulier la gestion des émotions, va nous permettre de régler déjà une grande partie. C'est-à-dire se connaître mieux en termes émotionnels va nous aider à moins confondre l'émotion et l'intuition. C'est deux phénomènes différents, profondément différents. Mais les émotions se revêtent des habits de l'intuition. Tout ce que j'ai décrit ici, l'émotion fait un petit peu ce jeu-là. Exemple, si on est ensemble dans un avion, on part ensemble pour le Brésil. Ça fait un moment, je pense que peu d'entre nous sont partis loin, donc on va imaginer ensemble des belles choses. On part ensemble au Brésil, sauf qu'au milieu de notre vol, l'avion commence à avoir des turbulences. L'avion commence à se secouer. Dans les premières secondes, on se regarde avec Karima, tout va bien. On dit, on est tranquille, on est serein. Mais au bout de quelques minutes, ça commence à être un petit peu plus compliqué, comme nos émotions commencent à rentrer en mouvement. Et là, qu'est-ce qui nous vient comme image pour ceux qui ont déjà eu des fortes turbulences en avion? On commence à imaginer que l'avion va tomber. Karima, vas-y, oui. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas. J'ai pas peur de l'avion, au contraire, j'aime bien ça. Donc, mais c'est vrai, si ça bouge trop, peut-être qu'on peut s'imaginer tomber ou un crash. Ouais. On est souvent serein dans les premières minutes de turbulence, mais quand ça commence vraiment à bouger beaucoup, il y a un moment où on perd un petit peu notre aplomb. Et à ce moment-là, si on est touché émotionnellement, si la peur vient, elle va projeter de façon claire l'image que l'avion tombe. Et ça ressemble beaucoup à une intuition. L'intuition fait la même chose. J'ai l'image claire que l'avion va tomber. Donc, quelqu'un qui arriverait dans un aéroport en disant « Je suis sûr que l'avion va tomber, vous devez annuler cet avion », c'est extrêmement difficile de savoir si c'est intuitif ou si c'est émotionnel. De fait, j'ai entendu de dirigeants de compagnies aériennes en off, ce n'est pas des informations qui sont publiques, mais qui disent que lorsqu'il y a un grand nombre de personnes qui annulent leur vol, ils révisent le vol. Parce qu'ils ont remarqué que statistiquement, quand il y a un grand nombre de personnes qui, d'une certaine façon, annulent le vol, souvent, il y a un problème avec le vol. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, les gens aient capté quelque chose et ne soient pas venus. Mais c'est extrêmement difficile de séparer de l'émotion. Parce que l'émotion prend exactement les habits, parce que la peur ou le désir veulent nous faire prendre des décisions. Donc, ils vont prendre l'image de ce qu'il y a de mieux pour nous faire prendre des décisions, qui est l'intuition. Nos désirs, et c'est là qu'il va falloir faire attention, et c'est là que les prises de décision, en fait, vont être difficiles. Je réponds déjà à la question qu'on a posée au début. Les prises de décision qui sont importantes pour vous sont difficiles à prendre parce que, par définition, vous êtes engagé émotionnellement. Donc, la chose qu'on peut faire ici, c'est au moins le savoir. C'est-à-dire avoir un niveau de certitude très fort quand vous n'êtes pas engagé directement. Donc, le cas d'Arlette, par exemple, elle a une bonne intuition sur l'entreprise, mais ce n'est pas son entreprise. Donc, c'est différent. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas forcément sa vie qui est en jeu. Par contre, quand c'est votre propre entreprise ou votre propre décision, je ne sais pas, d'appartement, de conjoint, des choses, vous êtes tellement engagé, c'est extrêmement difficile de savoir si vous êtes en train de faire appel à l'intuition ou si c'est les désirs et les peurs qui sont en train de vous projeter des images. Dans ce cas-là, même dans mon cas, après des années d'observation, je sais que je ne peux pas avoir de certitude sur certains sujets. Dans ces cas-là, je vais faire appel à d'autres personnes autour de moi. À défaut d'intuition, utilisez la raison. La raison est plus juste en termes de prise de décision que les émotions. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir une intuition, là, utilisez la raison. Si on peut utiliser l'intuition, c'est beaucoup plus puissant. Maintenant, quand on n'a pas la solution, là, étude de marché, comparaison, etc. Par contre, prenez en compte tout de même votre ressenti. Vous avez un ressenti que le truc ne va pas marcher. Vous êtes très engagé. Vous n'êtes pas sûr que c'est de l'intuition. Mais très souvent, ça ne vous coûte rien d'aller vérifier. Vous avez un senti que vous êtes en train de racheter une entreprise, racheter une activité. Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière. Vous n'êtes pas sûr que c'est de l'intuition parce que vous êtes engagé. Allez vérifier. Allez creuser jusqu'à ce que vous sentiez et que vous ayez plus de certitude. Donc, c'est pour ça que je vous disais au départ, on n'aura pas la certitude que c'est de l'intuition. Par contre, on a une certaine évaluation, un certain pourcentage d'assurance du fait que c'est de l'intuition. Donc, je sais avec mon observation que moi, là, qu'à 60-70%, c'est de l'intuition. OK, alors je vais quand même aller vérifier. Là, je sais que c'est à 95%. Je me connais quand ça me vient d'un coup, 95% de réussite. Je vais miser beaucoup plus. Et n'ayez jamais, même si vous êtes intuitif, n'ayez jamais l'arrogance de penser qu'il y a quelque chose de sûr à 100%. Même les personnes les plus intuitives
se trompe aussi. Et par contre, vous allez gagner du crédit avec vos victoires, vous allez gagner du crédit vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Une grande difficulté avec l'intuition, c'est d'expliquer ces intuitions à notre entourage, puisque par définition, on n'a pas le chemin rationnel. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a principalement gagner du crédit, gagner en force de conviction. Plus vous avez de réussite, plus les gens autour de vous vont vous suivre. J'avais entendu une interview de grands dirigeants qui posaient cette question-là. Xavier Niel posait de cette façon-là. Il avait son équipe, c'était son équipe qui parlait autour de lui, dit avec Xavier Niel, comme quasiment tout le temps il est juste, il nous propose un nouveau projet, on y va. On n'est pas forcément d'accord au départ, mais il a à tellement de moments dans sa vie, il a montré que sa vision était juste qu'on le suit. Et il n'y a pas vraiment d'autres explications, c'est-à-dire on peut, à travers le charisme, à travers la qualité de nos exposés, embarquer les gens, mais l'intuition elle-même n'a pas d'explication par définition. Si c'est intuitif, on n'a pas le chemin. Et les grands scientifiques vont passer parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans à travailler sur leur intuition. Ils ont une intuition de départ. Edison, qui a inventé l'ampoule, il avait une direction, il savait où aller, mais il a dû tester 6000 matériaux différents avant d'atteindre ce qu'il voulait atteindre. Donc, ça ne va pas remplacer le travail, ça ne va pas remplacer éventuellement l'étude de marché a posteriori pour prouver les choses aux gens, mais ça vous donne la direction, très souvent. Et comme je l'ai dit, avec un certain degré de fiabilité, mais qui est déjà extraordinaire. Les gens intuitifs gagnent énormément de temps, un niveau de performance, d'impact qui est décuplé, à nouveau, sans que ce soit un outil qu'on soit sûr de pouvoir utiliser. C'est pas l'intuition elle-même est sûre par définition, puisqu'on a dit que c'était la connexion directe au réel. Mais notre certitude d'avoir accès à l'intuition n'est jamais à 100%. J'en profite pour vous donner aussi une autre astuce. Très souvent, on se trompe dans l'intuition, pas au niveau de l'intuition, mais au niveau de notre interprétation de l'intuition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour un entrepreneur, par exemple, j'ai l'intuition que telle idée va être excellente. Pour un responsable de marque, je sens qu'on a une opportunité dans ce business. On a telle chose là qui va marcher, je le sens. Ça, c'est l'intuition de départ. On a la vision qu'il y a une opportunité de marché. L'interprétation de l'intuition, c'est je dois porter ce projet pendant les prochaines années. Alors qu'en général, ce n'est pas cette intuition qu'on a eue. On a l'intuition qu'il y a une opportunité. Comment est-ce qu'elle doit être saisie? C'est une toute autre histoire. Et pour les start-upers, c'est une question qui se pose très fréquemment. Ils ont en général une bonne intuition, ils ont une vision de marché, mais ils ne savent pas s'ils doivent continuer pendant 2 ans, 3 ans. Et là, ce n'est plus de l'intuition. C'est une autre question, c'est le désir de réalisation, c'est ce qu'on a vraiment envie de porter cette idée. Parce que cette idée peut réussir pour d'autres personnes. Mon expérience de l'intuition, comme j'en ai eu beaucoup au niveau business, j'avais très souvent, c'est un peu la façon de fonctionner de mon cerveau, je vois un sujet, je vois les opportunités, et je me suis souvent trompé de cette façon-là dans ces dernières années. Quand je voyais une idée tellement puissante, j'étais sûr que ça allait marcher, je m'engageais dedans. Sauf que j'en avais tellement que je m'engageais dans trop de projets. Et donc, j'ai échoué plusieurs fois, pas parce que l'idée n'était pas bonne, l'idée était excellente et elle a marché pour d'autres personnes, mais parce que je ne devais pas la porter. Et ça, c'est une autre intuition, c'est l'intuition tournée vers soi de qu'est-ce que je dois réaliser. La question du sens, c'est tourner l'intuition, okay, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et donc, très souvent, on ne se trompe pas dans la première intuition de départ, mais dans notre interprétation de l'intuition et de qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, faites ce travail-là quand vous avez une intuition, de vous poser et de dire, OK, quelle était vraiment l'intuition? Je vous donne un autre exemple. Je ne dois pas embaucher cette personne. En général, ce n'est pas une intuition, c'est l'interprétation de l'intuition. Ce que vous avez ressenti, ce n'est pas que vous ne devez pas l'embaucher, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, oui, on sent le truc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas embaucher la personne? Pas nécessairement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'attitude à avoir, c'est d'aller chercher ce qui ne va pas. Peut-être que vous allez découvrir que la personne vous a menti. Est-ce que parce qu'elle vous a menti, ça veut dire que ce ne sera pas le meilleur de vos collaborateurs dans les 20 prochaines années? Pas forcément. Donc, attention entre ce que vous avez capté, la sensation que vous avez eue et les interprétations, les conclusions que vous en tirez. C'est comme si on se mettait sur le chemin, notre subjectivité, nos projections, et c'est là qu'on filtre d'une certaine façon l'intuition brute de base, et c'est là qu'on peut commettre un certain nombre d'erreurs. Je vais vous donner ici, je vous laisse aussi quelques secondes parce que je passe pas mal d'informations. Vous voyez que c'est un sujet qui m'enthousiasme beaucoup. Donc, prenez, si vous voulez à nouveau poser des questions, allez-y.
Jusque-là, ça va? On est dans le même avion? Vous me suivez bien? Super. Alors, je vais vous donner ici les 3 conseils qui, pour moi, fonctionnent le plus de mon expérience. Comment est-ce que je suis arrivé à observer l'intuition, travailler là-dessus? Par une frustration, en fait, de départ, que j'avais des moments dans ma vie extrêmement intuitifs et des moments sans intuition. J'avais des semaines dans ma vie où j'avais beaucoup d'intuition. Les choses venaient, j'écrivais des pages et des pages et des pages, je captais des choses, je captais des opportunités, et des semaines et des mois dans ma vie de sécheresse, d'une certaine façon. Il ne se passait pas grand-chose. Pas forcément que j'allais pas bien, mais je n'étais pas inspiré. Et pas ce phénomène intuitif n'apparaissait pas. Et donc, j'étais un peu contrarié vis-à-vis de ça. Je me dis, mais comment est-ce que je pourrais le déclencher plus souvent? C'est tellement agréable, tellement puissant. Comment est-ce que je peux le déclencher plus souvent? Et dans ce sens-là, je vous ai concocté, je pourrais vous donner 50 conseils, mais j'ai choisi les 3 qui, pour moi, sont les plus efficaces. Le premier, c'est tout noter. Tout ce qui vous vient, le noter à l'extérieur de vous. Faire exactement comme Michael Jackson a fait. Il n'a pas gardé dans sa tête en se disant la semaine prochaine, je vais écrire cette musique. Il est allé le plus vite possible dans son studio, il a tout posé à l'extérieur de lui. C'est peut-être l'habitude la plus importante. Certains d'entre vous le font déjà, sans doute. Mais s'il y a une chose à mettre en place et à mettre en place de façon quotidienne qui déjà, dès aujourd'hui, va faire la différence, c'est d'avoir toujours de quoi noter et noter toutes vos idées. Si vous êtes au milieu d'une réunion, que vous n'avez pas l'opportunité de vous arrêter, notez au moins la première idée de base. Notez au moins le début. Ça vous permettra de vous y reconnecter. Parce que sinon, la seule chose qui nous reste, c'est la sensation de certitude que j'avais évoquée tout à l'heure, mais on ne sait plus quoi. C'est comme quand on a quelque chose de très, très important à dire à un ami, on se tourne vers lui, sauf qu'on a oublié. Mais on était sûr qu'on avait un truc super important à lui dire. On sait que notre phrase allait changer sa vie, ou au moins une petite partie de sa vie, sauf qu'on n'a plus aucune idée de ce que c'est. C'est ce qui va se passer si, par exemple, vous avez une intuition au moment où vous allez vous coucher, vous dites oh, c'est tellement clair, en plus, c'est tellement clair qu'on a la certitude qu'on va y repenser. C'est tellement évident l'idée qui m'apparaît dans la tête qu'évidemment, demain, je pourrais y repenser facilement. Le lendemain, la seule chose qui restera éventuellement, s'il reste quelque chose, c'est j'ai eu une idée géniale hier soir. Aucune idée de quelle idée. Ou alors, il faudra avoir la chance que consciemment ou inconsciemment, vous arriviez à refaire le même chemin de connexion pour que l'idée apparaisse à nouveau. Ça arrive, c'est-à-dire cette sensation, certitude d'essayer, à défaut, ou si vous n'avez pas pris sur le moment, essayez de vous y agripper, et parfois on retrouve. Et là, on s'y remet. Mais c'est tellement précieux, l'intuition, qu'il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps, à partir du moment où quelque chose vous vient, il faut noter sans juger. Peu importe ce que vous êtes en train de noter. Ne soyez pas en train d'analyser le contenu. Le contenu que vous posez, vous allez l'analyser plus tard. Que ce soit des images. Certaines personnes vont avoir leur intuition sous forme d'images, de vision, d'autres sous forme d'écrit. Ça dépend en fait de notre rapport au monde et notre rapport au sens. Là, ce n'est pas l'intuition, c'est la retranscription de l'intuition selon vos capacités d'écriture, de dessin, etc. Donc, dans les 2 cas, c'est un phénomène intuitif. Pour certaines personnes, ça va être plus physique. J'ai la sensation que je ne dois pas y aller. Je sens qu'il se passe quelque chose. On pourrait dire que c'est un rapport un peu au toucher. Il y en a un, c'est un rapport à la vue, l'autre rapport à l'ouïe, et l'autre un rapport un peu d'une certaine façon au toucher. Dans ces cas-là, ces sensations, ça peut être un phénomène intuitif. Quand c'est physique, ça peut être simplement une hypersensibilité, perception de l'extérieur, une connexion à l'extérieur. Que ce soit dans un cas ou l'autre, que ce soit hypersensibilité ou intuition, ça ne change pas grand-chose. En général, dans les 2 cas, ça nous donne des informations assez justes. Je vais vous donner ici un autre témoignage justement sur cette question de tout noter qui va vous permettre de voir comment à nouveau à haut niveau, mais à notre niveau, il va se passer exactement la même chose. Je vous ai pris l'exemple ici de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, c'est un des plus grands poètes portugais. Un des plus grands poètes portugais, il nous explique justement comment est-ce qu'il a écrit un certain nombre de poèmes. Un jour, c'était le 8 mars 1914, je m'approchais d'une haute commode et prenant une feuille de papier, je me mis à écrire debout, comme je le fais chaque fois que je peux. Et j'ai écrit 30 et 40 poèmes d'affilée, dans une sorte d'extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie
et je ne pourrais en connaître d'autres comme celui-là. Je débutai par un titre, le gardien de troupeau, et ce qui suivit fut l'apparition en moi de quelqu'un à qui j'ai tout de suite donné le nom d'Alberto Caiero. Et tout ça arrive, il nous dit à la fin, immédiatement et en entier. Donc à nouveau, on a un très bon exemple de phénomène intuitif, le même que nous décrivait Michael Jackson. Et ce que je vous fais remarquer, c'est son habitude. Fernando Pessoa a l'habitude de ce phénomène-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout de suite à écrire. Debout. Il ne se prend même pas le temps, il se pose, il est là debout, ça lui convient, il écrit, il écrit, il écrit. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'au moment où il a la première intuition du premier poème qu'il va écrire, il n'a aucune idée qu'il va en écrire 45 derrière. Mais à partir du moment où vous posez la première idée, la première chose qui vient, ensuite, vous laissez de la place pour que les autres viennent. C'est ça que je voudrais vous faire remarquer. Donc, à partir du moment où vous avez une première idée qui vient, vous avez besoin de la noter pour faire de la place. Ce n'est pas seulement pour ne pas perdre cette première idée, c'est qu'ensuite vont en venir d'autres. Ça, c'est mon expérience vraiment récurrente de quasiment toutes les fois où j'ai une idée. Je note la première idée, puis vient autre chose. C'est comme si vous aviez ouvert le robinet. Ensuite, ça coule, ça coule, ça coule. Mais si vous n'avez pas ouvert le robinet, non seulement vous avez perdu la première idée, mais vous avez perdu tout ce qui aurait pu venir après. Donc ça, c'était mon premier conseil, la chose que vous pouvez déjà mettre en place de façon immédiate, de façon quotidienne. C'est assez facile à faire. Et vous voyez qu'il y a une notion aussi de donner de la valeur à vos intuitions. Deuxième conseil, aussi précieux que le premier, qui va nous demander un petit peu de travail, se sentir en vacances. Vous voyez que je n'ai pas noté ici « être en vacances ». J'ai noté « se sentir en vacances ». Parce qu'on peut partir en vacances pendant des mois et être préoccupé, pas réussir à laisser l'intuition affluer. Et on peut aussi être au travail, mais se sentir vraiment détendu, se sentir bien et que les intuitions viennent. Ce n'est pas par hasard qu'on avait l'image d'Archimède dans son bain. Peut-être que l'histoire s'est vraiment passée comme ça, mais peut-être simplement une métaphore qui nous montre comment provient le processus intuitif, dans un moment de détente. Certes, il y a l'histoire que dans le bain, il s'est enfoncé dans le bain, il a vu que l'eau remontait et que ça lui a donné une idée. Peut-être que c'était comme ça, mais ce n'est pas par hasard. Pas par hasard qu'à nouveau, on a Newton qui est en train de se balader, qui voit une pomme tomber. Vous verrez que dans beaucoup de cas, ça se passe de cette façon-là. Dans des moments de détente, dans des moments de décontraction. Donc, c'est l'idée de se sentir en vacances qui va être intéressante. Et dans ce sens-là, je vous ai identifié trois facteurs anti-intuition, le trio perdant de l'intuition. Fatigue, stress et dispersion mentale. L'intuition, on a dit que c'était une capacité à se connecter directement à un sujet. Ces éléments ici, la fatigue, le stress et la dispersion, sont les éléments qui, en général, au quotidien, nous empêchent de nous connecter au sujet. Vous avez quelqu'un devant vous, vous avez votre ami devant vous et il vous reproche, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, tu es en train de penser à autre chose. À l'inverse, pour ceux qui ont l'habitude de coacher des gens, quand ils sont intuitifs et qu'ils sont bons ou comme consultants, c'est quand on est très présent. Et pour être très présent, il faut avoir un certain niveau de forme. Quand on n'a pas ce niveau de forme, c'est le stress qui va qui va contrebalancer ça pour nous mobiliser davantage. Sauf que le stress à court terme va fonctionner, on va être performant sur le moment, mais derrière va avoir un coût important, et notamment en termes de dispersion mentale. Et donc, si on est dispersé mentalement, si on pense à différentes choses, on pense au sujet qui nous préoccupe, on n'a pas de capacité à être présent et à être concentré sur ce qui est en train de se passer. Donc, l'instabilité, d'une certaine façon, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, nous empêche d'arriver au niveau plus subtil qui est le niveau de l'intuition. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'être bon en gestion des émotions est excellent pour développer l'intuition. Et que par ailleurs, généralement, les personnes qui sont assez sensibles ont aussi une bonne capacité intuitive.
Mais il faut faire attention parce que ces mêmes personnes sensibles sont souvent émotives aussi. C'est un peu différent, sensibilité, émotivité. L'émotivité n'est pas bonne conseillère. La sensibilité, oui. Donc, les gens qui sont sensibles et qui auraient du coup les deux, qui auraient émotivité et intuition, doivent apprendre à bien gérer les émotions et à séparer les deux. Leur défi, séparation d'émotions et intuition, est encore plus fort, encore plus important. Quand j'ai dit se sentir en vacances, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus travailler. Au contraire, il y a une jonction entre deux facteurs qui va faire qu'on est très intuitif. C'est à la fois le fait d'être concentré, de vouloir réaliser des choses et en même temps d'être détendu. J'ai remarqué chez moi, comme je l'ai dit, c'est un travail d'observation d'un certain nombre d'années. J'ai remarqué que des moments extraordinaires d'intuition étaient dans l'avion quand je revenais de conférences avec un grand nombre de professionnels. Dans mon cas, moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle la De Rose Méthode et qui est présent un peu dans le monde entier. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être au Brésil, en Argentine et de revenir en avion de ces voyages-là et d'avoir des moments extraordinaires d'intuition. Et je me demandais pourquoi. Je me disais, est-ce qu'il suffit de prendre l'avion? Pourquoi? Quels sont les facteurs là-dedans qui font que ça marche? Et j'ai remarqué qu'il y avait, quand ça marchait, les deux éléments ensemble. Il y avait eu forte stimulation et derrière détente, des contractions. Ce n'était pas juste détente, ce n'est pas juste être en vacances pendant un mois. Ça, ce n'est pas forcément les moments où on a le plus d'intuition. Le moment où on a le plus d'intuition, en tout cas chez moi, c'est le moment de forte stimulation. Il se passe beaucoup de choses, mais il y a un moment de relâchement, de détente, de décontraction. Il y a un autre avantage extraordinaire de l'avion, c'est que le téléphone ne capte pas à l'intérieur. Donc, on est beaucoup moins dispersé. Et à partir du moment où on n'a plus d'informations qui nous proviennent de l'extérieur, on laisse la possibilité de se connecter et d'avoir des choses qui surgissent. Dans ce sens-là, là, c'est une astuce que je vous donne gratuite aujourd'hui, une petite astuce en plus. Si vous n'êtes pas ami avec le mode avion de votre téléphone, commencez à créer une amitié avec lui. C'est-à-dire, si votre téléphone vous connecte en permanence à des informations extérieures et qu'en permanence, vous pouvez être interrompu, c'est extrêmement difficile d'avoir ce processus intuitif. On a besoin d'être tranquille. On a besoin de se sentir en vacances. Se sentir en vacances, ça peut être pendant 2 heures, travailler sur un sujet qui nous plaît en étant complètement coupé de l'extérieur. Et du coup, l'idéal dans une journée, ça va être individuel, ça va être particulier pour chacun, individualisable. L'idéal, c'est d'avoir des moments d'interaction forte dans la journée, d'échange, de brainstorming, etc., mais d'avoir des moments où on sait qu'on ne va pas être interrompu. Non seulement ne pas être interrompu, mais savoir qu'on ne va pas être interrompu. La sensation n'est pas la même. Vous verrez que si vous mettez vraiment votre téléphone en avion et que vous savez que même en le regardant, vous ne pouvez pas trouver de dispersion. Parce que quand on le met juste en silencieux, on sait qu'en le prenant et en 2-3 clics, on peut trouver une source de dispersion. On peut trouver un nouveau mail, on peut trouver quelque chose. Et donc, le mode avion, pour moi, fait une grande différence là-dedans. Bonne habitude à prendre, si vous le souhaitez. À nouveau, là, c'est la petite astuce bonus d'aujourd'hui. C'est le matin au réveil, ne pas activer votre téléphone. De laisser un temps, le temps que vous voulez, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de vos engagements, bien sûr, et de votre dynamique professionnelle. Mais que ce ne soit pas le premier réflexe au réveil dans les premières minutes d'ouvrir la boîte de Pandore, d'ouvrir la boîte des dispersions. Parce qu'à partir de là, vous êtes sûr que vous allez vous connecter à un tas de choses et vous allez réactiver les préoccupations. Donc, un moment qui peut être très propice à la création et à l'intuition, c'est ce moment au réveil. Vous êtes tout frais d'une certaine façon. Vous êtes déconnecté pendant un certain nombre d'heures d'autres sujets. Donc, vous allez pouvoir vous connecter souvent à l'essentiel. Pour certains, chacun va devoir trouver un petit peu ses routines qui fonctionnent. Pour certains, c'est extraordinaire. Simplement de faire ça fait une différence très, très grande dans le niveau d'intuition. Et souvent, on fait le contraire. Les routines, c'est dès le matin d'écouter les news, de lire un tas de choses. Vous pouvez garder exactement vos routines, décalez-les simplement un tout petit peu. Si vous avez l'habitude de faire ça dès les premières minutes, faites ça déjà 1/2 heure après votre réveil et observez la différence. Si vous avez l'habitude de le faire 1/2 heure après le réveil, décalez à 1 heure et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui marche le mieux pour vous. On a une envie, on a une tendance à vouloir aller chercher cette dispersion. Donc, il va falloir réfréner un petit peu cette envie de dispersion. Et on a un témoignage dans ce sens-là d'Albert Einstein qui nous dit « Je pense 99 fois et je ne découvre rien.
je cesse de penser, je me plonge dans le silence et la vérité m'apparaît. Il va utiliser le mot de vérité quand on utilise intuition, mais on voit qu'il nous décrit vraiment, il a le résultat qui lui vient. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer dans cette citation, c'est qu'il ne dit pas tout de suite « je cesse de penser, je me plonge dans le silence et la vérité m'apparaît ». Il dit d'abord qu'il pense 99 fois au sujet. Donc c'est à nouveau la jonction entre les deux, fort et fort pour trouver quelque chose, mais c'est le moment où il s'arrête de penser que ça lui vient. Même chose pour Michael Jackson, il voulait écrire quelque chose dans cette direction-là, mais c'est le moment où il s'arrête de penser que ça lui vient. Donc, jonction entre les deux. Vous avez besoin dans votre quotidien, pour stimuler l'intuition, d'avoir les deux éléments. Mobilisation forte, désir de créer des choses et détente, plaisir. Un des éléments qui va faire la différence dans toutes les personnes que j'accompagne, que je coach, que ce soit sur le court terme ou le moyen terme, ça peut faire une différence très rapidement, c'est le fait de faire certaines activités uniquement pour le plaisir de les faire, sans chercher quelque chose en retour. Les moments où vous allez jouer de la musique, où vous allez danser, où vous allez faire quelque chose, passer un moment de qualité avec un ami, les moments où vous êtes simplement là par plaisir d'être là. Ces moments sont très riches. Parfois, l'intuition vient à ce moment-là, mais en tout cas, elle nous met dans les dispositions, le jour même et dans les jours suivants, pour avoir plus d'intuition. Si vous n'avez pas de moment dans votre semaine de certaines activités que vous faites simplement par pur plaisir, généralement, on diminue notre capacité intuitive. Parce que c'est directement lié, c'est notre capacité à nouveau à nous connecter directement à un sujet. Donc, plus vous êtes capable de vous sentir bien et d'être présent, plus ça va arriver. En d'autres termes, ce que je suis en train de poser sur l'intuition, c'est que pour être plus intuitif, il faut se sentir bien. Plus vous vous sentez bien, plus les intuitions vont avoir tendance à arriver. Ce n'est pas une formule mathématique, ce que je viens de donner ici. Il peut y avoir des moments aussi dramatiques dans votre vie où l'intuition va surgir. Et parce qu'à un moment donné, en tout cas au moment où ça surgit, vous êtes dans un moment inspiré, vous êtes dans un moment connecté. Et plus vous vous sentez bien, plus cette connexion a tendance à arriver. Du coup, on a déjà vu deux grands axes, en fait. Déjà, savoir mieux ce que c'est que l'intuition, pouvoir l'identifier, s'observer, et pour la générer davantage, pour faire en sorte de créer les conditions pour qu'elle arrive, c'est tout le reste de votre travail, en fait. Tout le reste de votre travail sur vous qui va fonctionner. C'est pour ça que, en effet, poser comme point de départ, dire, bah voilà, je travaille sur l'intelligence émotionnelle, qui travaille sur l'intelligence émotionnelle travaille sur la réalisation de façon large. À partir du moment où on fait ce travail-là, on crée des conditions pour que l'intuition surgisse. Et la différence avec le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est simplement d'identifier, de comprendre ce que c'est que l'intuition. Mais en réalité, c'est déjà un travail que vous faisiez jusque-là. Vous avez déjà essayé d'une certaine façon d'optimiser votre intuition, puisqu'on a tous essayé de se sentir bien. Là, on voit le lien entre les deux et on voit la connexion entre les deux. Donc, on a vu le premier conseil qui était tout noté. On a vu le deuxième conseil qui est se sentir en vacances. Je vais vous donner le troisième conseil. Je ne sais pas lequel des trois est le plus important. J'aurais presque tendance à dire que le troisième est le plus important de tous. Ce troisième conseil, c'est d'apprendre à se concentrer. Puisqu'on a vu, qu'on a posé ensemble que l'intuition est une capacité de connexion directe au réel, aux gens autour de soi ou à une situation, la chose que vous devez apprendre à développer, c'est votre capacité de connexion au réel. Et cette capacité de connexion vient d'une capacité à être présent. En d'autres termes, à être concentré. Plus vous êtes concentré, plus vous atteindrez un haut niveau d'intuition. Et donc, notre difficulté en réalité à être intuitif est une difficulté à être présent. On est tous capables de se concentrer dans le sens amener l'attention sur un objet. Si je vous dis, voilà, concentrez-vous sur cette tasse, on amène l'attention dessus.
La difficulté n'est pas de se concentrer, la difficulté est de rester concentré. Être capable de maintenir l'attention sur l'objet. Dans ce sens-là, j'ai une petite question à vous poser. Qui d'entre vous pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 heure? On a tous réalisé sans doute des examens, des concours, des conférences, etc. Qui pense être capable d'avoir une concentration parfaite pendant 1 heure? J'ai 2 volontaires, déjà pas mal. Il y a mes amis coachs de l'intelligence émotionnelle qui sentent que peut-être 1 heure, ça fait beaucoup. Donc, 1 heure, je n'ai pas encore embarqué tout le monde, mais moi, je veux qu'on soit tous ensemble dans notre exercice de concentration. 10 minutes. Pour ceux qui ont dit 1 heure, je vous compte déjà dans les 10 minutes. Qui pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 10 minutes? J'ai gagné Stéphane. Moi. Bon, j'ai toujours pas eu tout le monde. On va voir si j'arrive à embarquer Anne-Sophie et Carole. Il y a Nathalie qui a levé la main aussi pour 10 minutes. 1 minute. Qui pense être capable de se concentrer parfaitement pendant 1 minute? J'ai gagné Carole. Anne-Sophie, je ne sais pas encore. Ok, là, on a quasiment tout le monde. On est à 90%. Bon, on va essayer ensemble. On va voir si on arrive à se concentrer parfaitement pendant 1 minute. Je vous ai pris... Après, vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viennent sur ce sujet, parce que c'est un sujet en tant que tel extrêmement intéressant et profond. Et on va essayer. On va faire un premier test ensemble. Je vous ai pris ici l'objet le plus simple possible qui était un cercle. Tapez sur Google Cercle et je vous ai mis dans la présentation pour qu'on fasse ce texte-là. Il n'y a pas de sens particulier, on pourrait prendre un triangle, on pourrait prendre tout ce qu'on veut, mais je vous ai pris le plus simple possible pour qu'on essaye de voir si on arrive à se concentrer parfaitement pendant 1 minute. Donc, vous allez vous asseoir avec le dos droit, c'est plus facile pour se concentrer. Et vous allez ici simplement regarder le cercle que vous avez devant vous. Et une fois que vous l'avez bien en tête, vous fermez les yeux et vous essayez de garder cette image et de rester concentré dessus. On va essayer d'être le plus concentré possible sur ce cercle pendant 1 minute. Si vous perdez l'image, vous pouvez rouvrir les yeux puisque vous l'avez devant les yeux. L'idéal, c'est de garder les yeux fermés. Vous pouvez rouvrir les yeux. Commencez. C'est parti. Vous pouvez rouvrir les yeux et me dire comment s'est passée cette minute de concentration. Est-ce que la concentration était parfaite? C'est Stéphane. Dans mon cas, elle n'a pas été parfaite. Et au moment, en fait, il y a comme des ruptures, où c'est pour ça que je rouvrais les yeux, pour du coup régénérer cette concentration sur l'image. On va dire que, ouais, en gros, c'était toutes les 15-20 secondes à peu près, il fallait que je me reconcentre à peu près sur le cercle. Et avec une ouverture des yeux, ouais, toutes les 30 secondes, enfin, ouais, 20 secondes à peu près, à chaque fois. Ok. Karima, vous avez ouvert le micro ici. Oui, ben moi j'étais plutôt concentrée, mais comme il y avait, enfin c'était pas un cercle pur parce qu'à côté il y avait des petites vidéos, donc il y avait des choses qui bougeaient. Bah, parfois ça m'a, comment dire, un peu perturbée dans les allers-retours quand je réouvrais les yeux. Mais sinon. Il y avait des petites vidéos dans... Ah, les vidéos de Zoom. Oui, moi j'avais en fait pas que le cercle. Oui, il y a les autres participants à côté. Voilà, mais sinon j'étais concentrée sur le cercle. D'accord. Les autres? Bah moi, en fait, je n'ai pas réussi à me concentrer pendant la minute. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la couleur a disparu. C'est très bizarre. Donc, j'avais les yeux fermés. Hein, et donc, je ne voyais plus la couleur bleue du cercle. Et puis après, je voyais les choses autour.
Donc, j'ai bien vu que je commençais à avoir l'esprit qui se dispersait, en fait, progressivement. Moi, je peux partager aussi Bien sûr, avec si vous voulez. plaisir. En fait, j'ai vécu ça un peu comme si j'étais sur une autoroute avec des barrières de sécurité de côté que je frôlais en fait de manière assez régulière. Et j'avais un besoin de me rétablir, même si j'étais encore dans le sujet. Je frôlais la sortie de route régulièrement. On est concentré, mais il faut ramener l'attention. Et c'est une bonne métaphore. Dans ce sens-là, il y a un exercice de concentration qui oblige à être extrêmement concentré et observer si on est concentré, c'est quand on fait de la Formule 1. On fait de la Formule 1, chaque erreur de concentration, on part dans le décor. Donc là, c'est beaucoup plus évident et l'obligation de concentration, elle est extrême. Sans faire de la Formule 1, à un autre niveau, c'est ce qu'on va pouvoir observer, par exemple, quand on entraîne l'équilibre physique. On entraîne l'équilibre, par exemple, on se met sur une jambe et on va voir qu'à chaque fois que notre corps perd l'équilibre, c'est une forme de déconcentration. Donc, on va pouvoir avoir une représentation vraiment visuelle, concrète de notre dispersion. Et donc là, c'était une métaphore intéressante, en effet, que celle de l'autoroute. Et d'une certaine façon, certaines activités, je vous donne la parole tout de suite, Nathalie, certaines activités vont nous obliger à nous concentrer, comme le coaching, par exemple. D'accompagner des gens, vous êtes en coaching, vous devez être présent. La concentration n'est pas 100%, mais vous devez être à un bon niveau de concentration parce que sinon, vous perdez le fil et vous êtes moins performant. Donc, un certain nombre d'activités comme ça, soit physiques, soit intellectuelles, où on a une bonne perception d'à quel moment on est présent, on n'est pas présent. Allez-y, Nathalie. Oui, non, effectivement, c'est vrai que de façon consciente, je ramenais mon esprit sur le sujet en me disant non, il faut être concentré sur le cercle. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'anticipais les éventuelles sorties de route. Et d'une certaine façon, ça, c'est une forme de dispersion. À partir du moment où soi-même, on est en train de penser à l'exercice, est-ce que je suis concentré, est-ce que je ne suis pas concentré, ou comment est-ce que je peux me concentrer, c'est une forme de dispersion. En fait, la question que je vous ai posée, et certains avaient senti qu'il y avait un piège dans ma question, ils avaient raison. En fait, c'est impossible de se concentrer parfaitement pendant 1 minute si on n'est pas extrêmement entraîné à ça, on n'est pas vraiment entraîné sur la concentration, un peu comme un sportif de haut niveau depuis des années. 99,99999% des gens, pas dire 100%, ne sont pas capables de se concentrer parfaitement pendant 1 minute, de rester concentré. À nouveau, amener l'attention, c'est facile. Rester sur l'objet, c'est extrêmement difficile. En fait, moi, je pratique la mindfulness très régulièrement et avec ça, on s'en rend très, très bien compte. C'est-à-dire que, en fait, l'exercice que vous avez fait, là, c'est un peu ce qu'on essaye de faire quand on médite, c'est-à-dire, et on se rend compte, enfin, c'est pour ça que moi, je m'en rends compte que l'esprit part extrêmement vite ailleurs. Donc, voilà, c'est… Tout à fait. J'avais la même réaction qu'Anne-Sophie. Je pensais à la méditation transcendantale aussi, avec le côté répétition de mots, mais ce travail de méditation va dans ce sens-là, le travail de la concentration. Et une partie de mon travail consiste à, parallèlement à la question d'accompagnement, de coaching, d'avoir des outils théoriques, consiste à amener aussi des outils pratiques, et notamment concentration et méditation. Et c'est dans ce sens-là que j'ai lancé dernièrement, avec mon réseau au niveau international, une appli vraiment de méditation sur ces outils-là. Donc, on est vraiment dans le sujet. D'une certaine façon, si je vous avais posé la question sur 10 secondes, c'était exactement la même réponse. Si je vous avais demandé est-ce qu'on est capable de se concentrer parfaitement pendant 10 secondes, la réponse est non. Si je vous avais posé la question sur 1 seconde, la réponse est non. Si je vous avais posé la question sur 10 millisecondes, la réponse est non, en fait. Si on perçoit vraiment de façon plus précise, comme décrivait un petit peu Carole, cette question de sortie de route, la concentration, nos pensées, notre attention n'est pas parfaitement stable. Et plus, en effet, vous allez faire cet exercice de concentration, plus vous allez percevoir déjà vos dispersions. On peut penser qu'on est concentré. On a notre conférence ensemble aujourd'hui, on a l'impression que pendant 1h30, on est concentré. Parce qu'on ne perçoit pas la quantité de choses qu'on capte, là où partent nos pensées, qu'à un moment donné, au lieu d'être sur ce que je suis en train de dire, on ressent le toucher du fauteuil contre nous. Il y a un tas de dispersions en fait, qui se passent en permanence à chaque instant dont on n'a pas conscience. Et donc, si on était très conscient, très présent, dans un premier temps, on va déjà percevoir qu'on est très dispersé. Ce n'est pas mauvais signe d'avoir la sensation que vous êtes très dispersé quand vous faites cet exercice-là. Parce que c'est le début du travail. Allez-y, Karima.
Non, mais du coup, j'essaie juste de comprendre quand vous dites concentration parfaite. En fait, ce que vous mettez derrière, c'est le fait de ne penser qu'à une seule chose et seulement une seule chose pendant une durée assez longue. C'est ça? Pendant un temps donné, même pendant une seconde. Mais en fait, D'accord. même cette concentration parfaite pendant une seconde n'existe pas non plus. C'est-à-dire notre capacité à rester sur ce qu'on voulait traiter. On amène notre attention sur une chose qu'on veut traiter. On amène notre attention sur notre ami qui est en train de nous parler. On amène notre attention sur nos collaborateurs qui sont en train de faire un brainstorming, mais nos pensées dévient. On n'est pas complètement présent dans ce qu'on est en train de faire. Et puisque l'intuition, on l'avait définie comme capacité de connexion, cette incapacité qu'on a en fait à rester connecté nous empêche d'avoir un niveau profond de connexion et d'avoir beaucoup d'intuition. Donc, les gens qui ont beaucoup d'intuition ont aussi une capacité à être présents plus grande, plus forte que la normale. Okay. Du coup, le meilleur outil qu'on a pour développer cette présence et du coup ce niveau d'intuition, c'est d'apprendre à être présent. Si je le mets dans d'autres termes, si vous voulez, si j'utilise pas le mot de concentration, j'utilise le mot, on avait dit qu'intuition, c'est de connecter à un sujet, je vais entraîner ma capacité de connexion au sujet. Et ma capacité de connexion au sujet, ce serait avec ma capacité à amener l'attention dessus et à plonger dedans. Ce que je veux c'est dire, un entraînement de concentration. je me suis sentie très présente, par exemple, pendant l'exercice. Et pareil, quand je suis à des trucs, je me sens extrêmement concentrée, voilà, et donc présente. Et ce que vous dites, c'est plus on arrive à se détacher des éléments extérieurs, c'est ça, plus la présence grandit, et donc plus on arrive à un objectif qu'on n'aurait pas atteint par ailleurs, c'est ça? Plus on est connecté uniquement, en effet, au sujet qu'on a envie de traiter. En d'autres termes, la dispersion est l'inverse de la concentration. Plus je suis concentré, moins je suis dispersé, moins mon attention part vers d'autres choses. Moins je suis concentré, plus je suis dispersé, plus je suis concentré, moins je suis dispersé. Donc, en effet, cette capacité à être présent, ce que vous décrivez est bon signe, Karima, c'est-à-dire cette sensation d'être très présent, que ce soit dans l'exercice qu'on a fait ou dans votre quotidien. Donc, la plupart d'entre nous, on a une bonne capacité de concentration par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, si on a réalisé un certain nombre de choses, si on est performant, c'est qu'on a déjà une certaine capacité. Et la plupart d'entre vous m'avez décrit en plus que vous êtes assez intuitif. Donc, vous avez sans doute une bonne capacité de concentration. Ce que je remarque ici, ce que je veux vous faire remarquer et prendre conscience, c'est que ça peut s'entraîner. Okay, et qu'elle n'est pas parfaite. Et pour l'entraîner, c'est aussi percevoir à quel point elle n'est pas... Pardon? On ne peut pas atteindre un niveau à 100%, en fait. C'est ça que vous dites. C'est forcément... Exactement. On n'est pas à 100% de concentration, très loin de là. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Je donne des ateliers spécifiques sur la concentration où j'amène un certain nombre d'études, des pourcentages. C'est impressionnant l'impact qu'on a sur la performance simplement quand on est interrompu. On est interrompu, on doit se reconcentrer. Le niveau de performance diminue de façon très forte. Et en fait, ces études-là, elles montrent la chose suivante. Elles montrent que non seulement en termes quantitatifs, votre performance diminue quand vous êtes interrompu, donc quand vous êtes moins concentré, mais surtout en termes qualitatifs. C'est-à-dire la capacité d'insight, de prévision et justement d'intuition, là, diminue de façon très, très forte. On a l'impression d'être présent quand on est dispersé, parce qu'on est capable de répondre à des questions très basiques. On est capable d'interagir, nos collègues sont là autour, on est en train de faire autre chose sur notre téléphone, mais on est capable quand même plus ou moins de répondre aux choses basiques. Par contre, quand il s'agit de sortir une idée brillante, si on n'est pas présent, ça ne va pas arriver. Donc, pour cette qualité de présence, qualité de performance, le niveau de concentration et de présence sont fondamentaux. Et ça s'entraîne. C'est ça l'idée que je veux vous apporter aujourd'hui. Comment ça s'entraîne? Premier exercice, entraîner la concentration. Améliorer son niveau de concentration. Ça va être la base. Ouais. Pas dire aux gens, éteignez vos portables et vos mails pendant un meeting, quoi. Ça va un peu plus loin. Exactement. À court terme, déjà, s'ils mettent tous leur téléphone en silencieux, qu'ils sont vraiment présents, la performance globale de l'équipe va être complètement différente. Mais ensuite, le travail de fond sur soi, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'on est dispersé. Ok, Carole, dites que vous devez y aller, aucun problème. Le problème de fond, c'est qu'on n'est pas présent. Donc, il y a deux façons de le régler. Soit on enlève les distractions, soit on améliore notre capacité de concentration. Ce que je suggère, c'est de faire les deux. C'est de traiter les dispersions. Et notamment, puisque vous rappeliez la question du téléphone portable, de gérer de manière générale vos flux entrants d'informations.
Si vos flux entrants ne sont pas très bien organisés, votre performance diminue de façon très forte et votre capacité intuitive d'autant. Flux entrant, ça veut dire mail, appel, tout ce qui vous interrompt sans que vous le souhaitiez, et même tout ce qui vous interrompt par vous-même sans vous en rendre compte parce que vous allez chercher de la dispersion. C'est comme ça que, par exemple, sur mon téléphone, j'ai enlevé le petit chiffre au-dessus des mails qui me dit combien j'ai de mails de retard. En général, ça n'a aucun intérêt pour votre productivité. J'ai enlevé la plupart du temps les appels. Les gens ne peuvent pas m'appeler à n'importe quel moment. Si on est, alors là, les gens me disent, mais j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, ok, organisé de telle sorte à ce que certains numéros puissent vous appeler, mais pas les autres. C'est-à-dire, si vous ne gérez pas vos flux entrants d'informations, le message que vous passez à vous-même, c'est que vous devez être en permanence en alerte. Et ce niveau d'alerte, de pression, de tension, va à l'opposé de la détente dont on avait besoin pour être présent et pour être intuitif. Les moments extrêmes de plaisir que vous avez pris, de connexion, vous étiez complètement dans ce que vous étiez en train de faire. Que ce soit avec un ami, dans le sport ou autre, vous étiez pleinement dans ce que vous étiez en train de faire. Et cette capacité à être pleinement dans ce qu'on est en train de faire, elle s'entraîne. Et les meilleurs outils qui existent pour ça, c'est l'ensemble des outils de méditation. Mais souvent, on confond un petit peu les différents outils à l'intérieur de méditation. Qu'est-ce qui existe, grosso modo, dans l'exercice de méditation? Un, c'est l'exercice vraiment de concentration qu'on a fait ensemble. Ça, c'est un peu la finalité des exercices de méditation, c'est être concentré, être présent pour atteindre un niveau de lucidité plus grand, niveau de perception plus grand. Il existe par ailleurs des exercices de préparation à la méditation, respiration, relaxation, décontraction, visualisation. Il y a tout un ensemble, toute une boîte à outils qui favorisent, qui vont faire qu'on est dans un état idéal pour se concentrer. Vous avez vu que juste avant, j'avais dit se sentir en vacances. On a aussi des outils physiologiques pour se sentir plus en vacances. Exemple, la respiration. Avoir une respiration stable et rythmée pendant un certain temps vous met dans des conditions idéales pour pouvoir vous concentrer. Et vous allez voir que cette performance, je vous ai pris quelques exemples ici, cette performance à un moment donné à haut niveau se voit aussi en termes de concentration. Je vous ai pris des exemples ici dans le sport. Ça, c'était mon prof de tennis quand j'étais jeune qui me disait « Est-ce que tu as déjà remarqué le regard des joueurs de tennis de haut niveau ?» Et voyez ici leur regard, on voit qu'ils sont extrêmement concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire. Même chose, que ce soit en politique, en entreprise, etc. Même chose que vous verrez dans le regard aussi d'Obama ici au moment où il est en train de donner un speech. C'est un niveau de concentration très élevé. Même chose ici pour notre chef d'orchestre. Ce qu'on voit à un moment donné, il a une perception plus élevée de ce qui est en train de se passer. Il y a un niveau de concentration extraordinaire. Et donc, ma proposition, ma réflexion pour vous ici, c'est de se dire, voilà, on a besoin d'une certaine façon d'entraîner notre concentration pour pouvoir être plus intuitif. Donc, je vous ai donné les astuces qui sont, on a commencé par tout noter, qui est une astuce un peu externe, facile à mettre en place. On a vu un conseil qui est fondamental dans le résultat qu'on veut obtenir, se sentir en vacances. Et là, je vous amène les outils qui vont dire, voilà, physiologiquement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour développer mon intuition? La finalité, c'est entraîner la concentration. Mais vous avez d'autres outils qui vont faire que vous vous sentez bien pour être plus concentré, notamment des outils de gestion des émotions. Si je me sens bien, que j'ai bien géré mes émotions, je vais pouvoir être plus concentré. Et dans ce sens-là, voilà, la boîte à outils qu'on a dans notre méthodologie, elle a toute une partie technique que vous avez sur la gauche ici, respiration, forme physique, on peut travailler la force, la souplesse, l'équilibre, décontraction, visualisation, concentration et méditation. Et donc, comme je disais, il y a un certain nombre de techniques qui sont de préparation à la concentration et des techniques de méditation qui visent à atteindre un haut niveau de concentration. Et parallèlement à ça, vous avez tout un travail sur votre quotidien, d'intelligence émotionnelle, de gestion du stress, de connaissance de soi, de quête de sens, etc. Les deux vont être le travail physiologique sur nos capacités va être très complémentaire du travail de développement personnel que vous faites par ailleurs. Les deux vont se compléter et vont se marier de façon très intéressante. Il nous reste encore 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant qu'on conclue sur tous nos sujets? Est-ce que ça vous paraît suffisamment concret? Vous aviez posé des questions au départ. Est-ce que vous sentez qu'elles ont été adressées ou est-ce que vous avez encore des doutes sur ce que c'est que l'intuition, comment la développer, etc. Du coup, j'imagine que vos questions ont été satisfaites. Très concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner, par exemple, physiologiquement? On va mettre en place une routine, je dirais au moins 2 fois par semaine, mais ça peut être quotidien, ça
peut être une dizaine de minutes d'exercice de façon quotidienne ou 2-3 fois dans la semaine sur un entraînement plus long, 30 minutes, 1 heure, où on va entraîner notre capacité à être présent, à être concentré. L'exercice numéro 1, c'est l'exercice que je vous ai donné ici. Prendre un objet, essayer de se concentrer dessus. Mais en général, on va créer une routine où on va, par exemple, s'entraîner à la respiration pendant quelques minutes pour se mettre dans un état idéal, faire des exercices, quelques exercices physiques, exercices de décontraction. Et une fois qu'on a fait toutes ces techniques-là, on est dans l'état idéal pour faire nos 2 minutes de concentration. Là, je vous ai donné 1 minute aujourd'hui. Dans un entraînement quotidien, 2-3 minutes, c'est idéal. C'est très difficile de faire plus pour un débutant. Commencez par 5 minutes, par exemple. Si je vous donne le cercle et pendant 5 minutes, vous êtes concentré dessus, c'est très long quand on débute. Donc, 2 minutes par jour, ça peut être un très, très bon entraînement. C'est dans ce sens-là qu'on a dans notre centre de formation, on a des cours quotidiens qui vous permettent de vous entraîner à ça. Je vais vous donner ici une petite vision d'un travail, justement, une enquête de résultats qu'on a fait avec Nestlé, justement. On travaille avec Nestlé au Brésil depuis une quinzaine d'années sur des entraînements, justement, réguliers, des techniques que j'ai décrites ici. La demande chez Nestlé, il y a 15 ans, quand ils nous avaient engagés, était de développer le bien-être, principalement. Cette sensation de bien-être, confiance en soi, travailler vraiment sur ces bases-là. Et les résultats que je vais vous montrer ici sont des résultats qu'on a pris sur des personnes qui avaient déjà suivi au moins pendant 3 mois nos cours et ateliers. Donc, il y avait un entraînement hebdomadaire pratique, plus un certain nombre d'ateliers. Et vous voyez qu'en haut à droite, ici, dans la partie motivation, on a 94% des gens qui ont senti une différence. Dans la partie santé bien-être, quasiment 100%. 94% sur la santé physique. Efficacité professionnelle, plus de 80% des gens qui ont senti que c'était mieux ou bien mieux. Et de façon intéressante, pourquoi je vous montre ce graphique-là? C'est pour vous montrer que la demande principale ici sur cette formation était en termes de bien-être, de motivation, mais on a posé aussi les autres questions. Ce n'était pas le sujet qu'on a traité avec eux dans les formations, mais on a quand même posé les autres questions. Et on voit que, en fait, il y a eu une amélioration sur les dimensions d'intelligence émotionnelle et même sur la dimension d'innovation et d'insight, donc la dimension d'intuition. Plus de 60% des gens ont vu qu'ils avaient amélioré leur capacité intuitive, même si ce n'était pas leur recherche originale. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que, en fait, pour arriver à la capacité intuitive, qui est le niveau de performance le plus élevé, c'est un travail global qu'on a à faire sur soi. Donc, le fait de se sentir bien, d'interagir mieux, d'avoir un travail complet, va donner comme conséquence d'avoir un niveau d'intuition qui est plus élevé. Pour résumer un petit peu les applications de l'intuition, 3 éléments clés ici. J'ai mis l'intuition permet d'atteindre un niveau hors du commun. J'ai utilisé volontairement cette expression hors du commun, parce que c'est vraiment au sens littéral hors du commun. C'est-à-dire le commun, généralement, la plupart des gens utilisent le niveau rationnel pour prendre les décisions. Donc, quand vous arrivez à un niveau d'intuition, ça vous donne un niveau de performance hors de la moyenne. Ça peut servir, comme vous l'avez bien compris, je pense, en créativité. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous avez besoin de créer des choses, si c'est intuitif, c'est beaucoup plus puissant. L'émotion aussi peut être créative. Un peintre peut peindre un tableau parce qu'il sent une émotion très forte et qu'il la met sur le tableau. Maintenant, les tableaux extraordinaires, en général, qui ont été créés, les peintures, les sculptures extraordinaires, en général, c'est beaucoup plus un canal intuitif qui est utilisé par l'artiste. Même chose pour la vision stratégique, que ce soit pour vous ou pour la vision de votre entreprise. L'intuition nous donne la direction, nous donne le sens. Ensuite, souvent, c'est la raison qui va devoir se mobiliser pour construire quelque chose. Et donc ensuite, pour les prises de décision. Prise de décision qui était beaucoup votre question au départ. Ce qui va changer à partir d'aujourd'hui, à partir de l'atelier qu'on a fait, c'est déjà, comme je l'ai dit, que vous puissiez identifier davantage quand c'est de l'intuition. Vous voyez qu'il n'y a pas de recette magique, mais il y a une observation de soi et le fait d'apprivoiser le phénomène intuitif de plus en plus. Mon conseil, malgré tout, dans les prises de décision, vous êtes très engagé émotionnellement, c'est de ne pas croire que c'est de l'intuition. D'emblée, pas partir du principe que c'est de l'intuition parce qu'on peut se planter très facilement comme ça. Quand vous êtes trop engagé, quand vous êtes pris émotionnellement dans le sujet et que vous apparaît quelque chose clairement, redoublez d'attention. Parce qu'il y a des chances, à nouveau, que ce soit le désir ou les peurs. Dans ce sens-là, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui,
vous avez déjà les outils. Je vous ai transmis vraiment tout ce que je pouvais pour que ce soit le plus concret possible pour vous et que vous puissiez avancer. Si vous souhaitez échanger au niveau individuel, ma proposition, si vous êtes intéressé éventuellement par un coaching individuel ou par des actions dans votre entreprise, ce que je vous propose, c'est un échange en particulier que je vous offre sur 30 minutes où on peut faire plus connaissance, qu'on rentre vraiment vous puissiez me raconter votre problématique. Voilà, si vous dites à titre individuel, j'aimerais aller plus loin, je vous mets le lien dans le chat, ici un lien Calendly, donc c'est juste cliquer dessus, vous prenez rendez-vous de 30 minutes. Si vous dites, voilà, j'aimerais mettre en place quelque chose, que ce soit au niveau individuel ou à un niveau plus collectif, vous voulez qu'on y réfléchisse ensemble, vous pouvez prendre ce rendez-vous de 30 minutes. Et après, voilà, je vous ai donné tout ce que je sentais que je pouvais vous apporter aujourd'hui sur ce sujet-là pour essayer que vous soyez le plus formé possible sur ce sujet. Évidemment, on peut en discuter pendant des heures. Tous ces éléments, on pourrait ouvrir des briques. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on arrive à être plus stable au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous voir, de commencer à faire votre connaissance. Je vous laisse la parole pour les dernières minutes. Si vous avez encore une question ou simplement pour donner votre ressenti. Est-ce que vous avez quelques références bibliographiques sur l'intuition, des lectures intéressantes là-dessus? On me pose souvent cette question et en fait, actuellement, non. J'ai pas sur la question purement d'intuition. Je me base beaucoup plus sur des recherches, essayer de chercher sur la performance de haut niveau et comment les gens le décrivent et quels conseils ils donnent à travers cette grille de lecture. Mais j'ai pas vu jusque-là. C'est pour ça aussi que je donne beaucoup cet atelier parce que finalement, il n'y a pas de référence très, très claire sur le sujet. Ça n'empêche pas qu'il y en a, j'ai des participants qui m'ont déjà donné des références, mais je ne les ai pas sur moi. Donc, j'ai pas un bouquin. Je suis en train d'en écrire un sur le sujet, mais quand est-ce qu'il sortira, je ne sais pas. C'est ce que j'allais vous proposer d'écrire un livre, effectivement, que vous pouviez écrire un livre. J'ai presque une centaine de pages sur le sujet qui sont écrites, mais elles sont… parce que j'aime beaucoup écrire de façon intuitive, mais je prends pas forcément beaucoup de temps pour organiser derrière l'information. À chaque fois que ça me vient, j'écris. Du coup, j'ai, sur ces 10 dernières années, beaucoup de textes dessus. Voilà. Et quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Est-ce que dans 6 mois, je me poserai pour le faire, dans 1 an, dans 2 ans? Je ne sais pas encore. Mais merci pour votre encouragement. Ça me donne encore plus d'envie de le faire vraiment. Un jour, ça sortira. Merci beaucoup. Moi, c'était une première approche pour moi parce que même si je sens que je suis très intuitive, j'ai jamais encore vraiment creusé sur le sujet. Et je trouve ça hyper intéressant du coup d'avoir ces méthodes justement pour essayer de l'encourager. Donc, merci beaucoup pour ça. C'était un plaisir, Karima. Moi, Jonathan, merci 1000 fois. Et j'ai une petite question. Est-ce que, pour terminer, est-ce que c'est une question de genre, le genre féminin ou le genre masculin est plus intuitif? Parce qu'on dit souvent que les femmes sont plus intuitives que les hommes. Oui, la réponse est oui. Hein. Trop facile, ça, comme réponse. Souvent, on me pose la question piège au début de la conférence. Là, on me la pose à la toute fin pour voir si je vais glisser sur la question. Voilà. C'est une question intuitive. Est-ce que les femmes ont plus de capacités intuitives que les hommes? J'aurais envie de prendre la réponse d'Anne-Sophie et de signer en dessous et dire que oui. Ce qui est sûr, c'est que la personnalité et notre rapport au monde vont changer beaucoup notre rapport à l'intuition et notamment notre sensibilité. Il y a une corrélation forte entre niveau de sensibilité et niveau d'intuition. Est-ce que les femmes sont plus sensibles que les hommes de par la biologie ou de par l'éducation, ou est-ce qu'elles se permettent plus cela? Il y a aussi un autre élément, un autre facteur de gens plus intuitifs, c'est les tribus, par exemple. Les tribus dans la forêt qui n'ont pas notre niveau d'éducation, de formation, qui peut-être vont à l'encontre de l'intuition. Et du coup, qui est une obligation presque pour survivre d'être dans l'intuition, de capter la chose qui va se passer auparavant. Et donc, très souvent, on se rend compte que les grands dirigeants et les grands entrepreneurs n'ont pas fait d'études. Et donc, dans ce sens-là, le fait de ne pas survaloriser en tout cas la raison ne bloque absolument pas l'intuition.
mais le fait de la survaloriser bloque beaucoup d'intuition. Donc, c'est une question, en effet, la question, Louis, est très juste hein, sur est-ce que c'est plus que l'autre. Donc, ça demanderait à répondre, est-ce qu'on est plus sensible? Pas seulement pour les femmes et les hommes, mais de manière générale, est-ce qu'on est plus sensible? Et est-ce qu'on survalorise ou pas la raison? Ce qui est le cas souvent aujourd'hui dans les traits de société, sans rentrer dans les polémiques, mais chez les hommes, ils ont tendance à se bloquer beaucoup vis-à-vis de leur raison. Et donc, du coup, c'est des éléments qui peuvent rendre plus difficile l'intuition. Dans ce sens-là, je vais voir si dans ma présentation, c'est un slide, parce que cette formation, je la donnais à l'époque en présentiel en 3 heures. C'est devenu 1h30 Et donc, j'ai un slide sur Einstein qui nous dit, et qui pourra nous servir ici aussi de conclusion, pour ceux qui souhaitent y aller. Après, je prends encore quelques minutes pour ceux qui veulent encore me poser des questions. Je ne suis pas du tout pressé. Mais il y a cette phrase d'Einstein qui nous dit « Notre esprit intuitif est un don sacré et notre esprit rationnel un serviteur fidèle. » C'est la vision de quelqu'un de très rationnel. Einstein, on ne peut pas faire plus rationnel. Mais il nous dit ça. Il nous dit que l'esprit intuitif est pour lui le don et que l'esprit rationnel doit être son serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. On a pris l'inverse. On a une société qui survalorise la raison et qui a oublié l'intuition. C'est un début de réponse, Louis. On peut en discuter plus, bien sûr, mais je pense que c'est un début de réponse sur votre question. Ouais, moi, simplement un partage. Hein. Je trouve que dans les entreprises, on devrait donner beaucoup plus libre cours à l'intuition. Et lorsqu'on fait des réunions, on devrait retirer les PowerPoint et les tableaux Excel et puis laisser parler les gens sur ce qu'ils ressentent au moment de la réunion sur un sujet donné. Voilà. C'est un peu ma conclusion. Mais attention à la différence entre ressenti et intuition. Oui, mais bon, derrière le ressenti, il y a de l'intuition, donc c'est aussi parfois il y a de l'émotion. De décortiquer ou décoder ce qui sort de la part des parties prenantes. Voilà. On est beaucoup sur les chiffres et les faits, mais pas seulement sur le ressenti sur la situation. Hein. Je suis à 100% d'accord avec vous, Louis. Vraiment complètement avec ce que vous avez dit. Il y a un point d'attention, c'est quand même que les leaders d'assez bon niveau sont souvent très intuitifs et attendraient que les autres le soient aussi. Ce n'est pas toujours le cas. C'est quand même le rôle du dirigeant que souvent d'avoir la vision et de donner la direction. Tout ce que vous avez dit est juste, hein, donner la parole, écouter, etc. Je suis 100% d'accord. Mais par ailleurs, certaines personnes ont plus, malgré tout, de capacité à donner la direction de l'entreprise. Et dans ce sens-là, on a besoin d'un dialogue un peu entre les deux, laisser de la place, de la vision, mais comme vous l'avez dit, l'expérience, le filtre, à un moment donné, est quelque chose de plus clair. Parfois, il y a une personne qui a la vision, mais ce n'est pas toujours le dirigeant. Comme disait Arlette, elle n'était pas forcément le CEO, mais elle avait le ressenti, la vision. Et là, c'est extrêmement important pour ces gens-là de repérer ces gens qui ont cette capacité de perception intuitive et donner de la place. Ça ne veut pas dire prendre pour argent comptant. C'est là la difficulté, ouais. C'est que tant qu'on n'a pas posé clairement ce que c'est que l'intuition, la différence avec l'émotion, etc., c'est très difficile de donner plus de place. Parce que qu'est-ce qui nous assure que Arlette a raison ou pas quand elle nous annonce le truc? On ne sait pas non plus. Et donc, du coup, par contre, si on a l'habitude qu'Arlette nous annonce les trucs justes, on va commencer à l'écouter davantage. On va dire, bah oui, là, en fait, et je suis 100% d'accord avec vous qu'il faudrait donner beaucoup plus de place à ce phénomène-là, à l'humain, à l'intuition dans l'entreprise. Complètement d'accord. Et surtout, c'est en train d'être étouffé avec les processus qui viennent vraiment brider l'initiative privée et puis la parole. C'est mon constat. Hein. 30 ans dans les groupes, c'est ça. C'est encore pire et pire et c'est sans fin, quoi. On voit pas la fin de ça. Il faudrait mettre ça de côté et puis réinventer les choses. Enfin, à partir de l'intuition et peut-être du ressenti. On est d'accord. Merci. On va juste terminer formellement ici notre atelier, parce qu'il y en a qui ont quitté, qu'on a déjà dépassé l'heure. Donc, je termine juste formellement, mais ceux qui veulent continuer, qui n'ont pas encore, comme Stéphane, je crois que vous vouliez aussi, je reste ici pour discuter avec vous. Mais si vous devez y aller, voilà, formellement, notre atelier est terminé. Je vous remercie pour votre attention. À nouveau, si vous voulez prendre rendez-vous de 30 minutes, vous avez le lien dans le chat. En 2 clics, on discute ensemble dans les prochaines semaines. Merci à tous.
mais je reste encore quelques minutes pour ceux qui veulent continuer à échanger avec moi. Merci, Jonathan. Merci Jonathan. Alors, effectivement, ce que disait Louis à l'instant était intéressant parce je suis dans l'industrie également. Et il y a quelque chose que je suis en train d'essayer de voir, parce qu'il y a une sorte de mouvement, enfin mouvement c'est un grand mot, qui m'intéresse. Alors je ne sais pas si Jonathan, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Naturalistic Decision Making, NDM. Et en fait, donc, il y a pas mal de choses, notamment en termes de sécurité, parce que moi, c'est mon domaine, où ils sont en train d'étudier ça. Notamment, il y a l'Institut de culture de sécurité industrielle qui se pense aussi sur le sujet sérieusement. Et si je pouvais résumer un peu cette communauté, donc NDM recommande notamment que le renforcement des intuitions, justement en fournissant des bases d'expérience en fait aux gens, pour pouvoir développer des compétences perceptives et des modèles mentaux un petit peu plus riches, en tout cas ce qui existe, afin justement de prendre de meilleures décisions. Alors, je ne sais pas si Jonathan, c'est quelque chose que vous avez entendu parler, du coup, de ce qu'on appelle le naturalistic decision making. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui évoque quelque chose pour vous, mais ça regroupe un petit peu ce que vous disiez, notamment sur les prises de décision intuitives qui, des fois, sont intéressantes. Ou peut-être que Louis a entendu parler, peut-être au niveau de l'industrie. Je ne connais pas ce mouvement en particulier, mais ça me paraît très intéressant à utiliser avec toute la grille de lecture qu'on a posée aujourd'hui. Ça me donne notamment l'idée que l'intuition serve pour sonner des alertes. Parce que, in fine, c'est ça la conclusion aussi que je disais tout à l'heure, notamment des dirigeants de compagnies aériennes qui décident à un moment donné. Bonne journée, Nathalie. Bon courage si vous avez quelque chose avec votre famille. C'est pour ça que je disais, voilà, les dirigeants, ils ne vont pas le dire en public, qu'ils prennent ces décisions, qu'ils prennent en compte l'intuition, qu'ils annulent un vol ou un autre. Mais vu qu'à un moment donné, ils ont par tel élément, ils ont quelque chose qui remonte, un signal d'alerte. Tiens, quand les gens sont connectés et disent que ça ne va pas marcher, ils ont un signal d'alerte. Ça ne leur coûte pas grand-chose par rapport au drame qu'on peut avoir s'il y a vraiment un problème sur l'avion. Ça ne leur coûte pas grand-chose de refaire une vérification de l'avion, de le faire partir 1 heure plus tard. Et donc, ça m'évoque ça, en fait. C'est qu'en effet, les process, à un moment donné, peuvent inclure cette remontée d'informations, ces alertes tirées par toutes sortes de participants. Et pas juste, en effet, par le dirigeant qui va sentir qu'il va se passer quelque chose. L'intuition de l'ouvrier sur sa machine, c'est lui qui va la voir. C'est lui qui est connecté à sa machine. C'est lui qui va sentir que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le dirigeant dans son bureau. Et donc, dans ce sens-là, en effet, avoir une possibilité d'écouter les choses qui ne sont pas expliquées, prouvées rationnellement, qui est, voilà, qu'est-ce que tu sens, comment il va se passer telle chose, là, il va y avoir un accident. Ça pourrait être extraordinaire parce qu'en réalité, dans le quotidien, il se passe déjà des histoires extraordinaires comme ça. On appelle un conjoint, on sait qu'il se passe quelque chose et ça évite des drames. Il y a un tas de choses comme ça. Maintenant, comment arriver à le mobiliser, c'est une question à part entière. Trouver les bons process pour ça, c'est pas évident. Mais c'est passionnant comme sujet. Oui, parce qu'il y a le développement de l'intuition d'une part, à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a aussi le développement de l'espace pour pouvoir écouter cette intuition, justement. Pour pouvoir, parce que c'est vrai que dans le cas d'Arlette, par exemple, vous voyez bien, c'était des choses pas forcément agréables à entendre, c'est-à-dire, oui, ça ne va pas marcher, etc. Il y a des responsables qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Donc, à la limite, et donc cet espace-là d'écoute, c'est aussi ça qu'il faut arriver à créer. C'est un réceptacle de l'intuition de la personne intuitive. Et dans un premier temps, puisque ce n'est pas si facile de changer les organisations, même si on va essayer, c'est partie de la passion qu'on doit avoir en commun, peut-être Anne-Sophie, d'essayer de faire évoluer les organisations. En attendant, faites déjà évoluer, donnez déjà vous-même de l'espace à ça. Consacrez du temps à vos intuitions. À chaque fois que vous êtes, par exemple, vous êtes en train de vous reposer, qu'une intuition vous vient et que vous ne la notez pas, vous êtes en train de vous indiquer à vous-même que ce n'est pas si important que ça. Vous ne lui donnez pas du temps, ne lui donnez pas d'énergie et de l'espace. Si vous montrez à vous-même que même à 2 heures du matin, quand vous vient une intuition, vous vous relevez et que vous lui consacrez le temps nécessaire, quitte dans certains cas à ne pas dormir, dans certains moments de votre vie, parfois, ce que vous allez ressortir de l'intuition a une telle valeur que ça vaut des dizaines de nuits de sommeil.
Et parfois, non. Parfois, vous allez écrire pendant 2-3 minutes, puis il n'y a rien d'autre qui sort, et c'est pas grave, vous vous rendormez. Et donc, ça, donner de l'espace, oui, dans l'entreprise, je suis 1000 fois d'accord. Commencez à votre niveau déjà par vous-même, lui donner de l'espace, lui donner du temps, créer les conditions pour. Beaucoup de dirigeants me disent, j'ai pas le temps. On parle d'exercices de respiration, de concentration, de se promener au parc, mais j'ai pas le temps. C'est une méconnaissance de ce que c'est que la performance de haut niveau. La performance de haut niveau n'est pas quantitative, elle est qualitative. Et pour que cette qualité survienne, il faut mettre les bonnes conditions. Donc parfois, c'est plus productif de se détendre, d'aller se balader, de prendre 10 minutes pour respirer, etc., que d'être sous tension en permanence. D'ailleurs, les grands CEO nous passent cette sensation-là. Ceux qui sont vraiment très, très bons dans ce qu'ils font nous donnent la sensation qu'ils ont du temps. Vous passez 15 minutes, 20 minutes avec eux, on se sert le café, on a la sensation d'avoir du temps, même si tout s'enchaîne. Par contre, à un niveau un peu moins bon de performance, les gens sont très tendus, ils n'ont pas de temps. Ce n'est pas une règle générale, mais pour arriver à ce plus haut niveau, ce niveau vraiment intuitif, à nouveau, se sentir en vacances. Très bien. Encore une question? On va dire une dernière question, si vous en avez une. Est-ce que vous avez un blog qu'on peut vous suivre régulièrement? C'est une bonne question ici. J'aime vos encouragements à l'écriture. Je suis en train sur la partie méditation, je suis en train de commencer à développer un blog dans lequel je parle de méditation et je vais commencer à parler de gestion des émotions, d'intuition, etc. Le site internet, je vais vous le noter ici, mais il est en développement. On est encore au début de... La méditation n'est pas du tout l'unique sujet que je traite, mais c'est un sujet qui appelle beaucoup l'attention actuellement. Vous pouvez aller sur le site internet de roseparisante.fr et d'aller dans la partie du blog. J'ai commencé à poster quelques posts, mais il va y en avoir beaucoup, comme je le disais. Dans un premier temps, comme je ne vais pas tout de suite produire le livre pour Anne-Sophie, ce sera mon premier exemplaire vendu. J'ai décidé justement de commencer à publier mes textes davantage sur le blog. Je ne publie pas non plus sur LinkedIn jusque-là. Je sais qu'il faudrait le faire. Tellement de choses, en fait, comme je dirige mon centre de formation, je donne des formations en entreprise, je donne des formations aussi pour les étudiants, du coaching. Donc, j'ai un rythme assez élevé d'engagement. C'est pour ça qu'au niveau production vraiment de texte, je le fais de façon beaucoup plus intuitive que de vraiment, pour l'instant, produire vraiment des choses livrables. Mais ça fait partie de mes envies, de mes priorités dans les prochaines années. Très bien. Et du coup, je vous remercie à nouveau. Très content de faire votre connaissance, pour votre participation, votre attention, vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'on se recroisera prochainement. N'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn pour qu'on soit en contact si vous le souhaitez. Allez-y, Stéphane. Ok, merci beaucoup, Jonathan. C'était vraiment intéressant. Merci, Jonathan. Merci Au revoir à tout le monde. Bonne journée. Et aux dames aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.